Vous observez un porte-conteneurs entrer majestueusement dans le port. Sur le pont, une muraille de boîtes métalliques multicolores s'élève, rangée après rangée, pile après pile. 10, 12, parfois 23 conteneurs de hauteur. Chacun mesure 6 mètres de long, 2 mètres et demi de large et presque 3 mètres de haut. La hauteur totale de cette pile dépasse 70 mètres depuis la quille. C'est l'équivalent d'un immeuble de 23 étages, en acier. Sur le pont d'un navire, au milieu de l'océan, sur les plus grands porte-conteneurs de la classe Ever Ace ou MSC Irina, on trouve plus de 24 000 conteneurs. Le poids total de la cargaison dépasse les 200 000 tonnes. Et cette masse colossale n'est pas simplement répartie dans les cales. Une partie significative, des milliers de conteneurs, est empilée sur le pont, à 15-20 mètres au-dessus de l'eau, exposée au vent, aux vagues et aux roulis. Et tout cela traverse l'océan Pacifique, en pleine tempête hivernale, avec des vagues de 10 à 12 mètres de haut, avec un roulis de 25 à 30 degrés, avec des rafales de vent qui exercent sur chaque conteneur une force de plusieurs tonnes. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les conteneurs sur le pont ne sont ni soudés, ni cloués, ni coulés dans le béton. Ils sont empilés les uns sur les autres et maintenus par un système de verrous et de câbles qui, à première vue, semble d'une simplicité déconcertante. Des tiges d'acier, des loquets pivotants et des barres d'acier avec des tendeurs. Quelques kilos de métal pour chaque connexion. Et ces quelques kilos doivent retenir un conteneur de 20 tonnes, soumis à la pression de l'océan de toutes parts. Ce n'est ni le fruit du hasard, ni une simple chance. C'est un système rigoureusement calculé, où chaque élément est poussé à ses limites. Renforcez les fixations et vous ralentirez le chargement, ruinant l'économie du trajet. Affaiblissez-les et les conteneurs passeront par-dessus bord au premier gros coup de vent. Réduisez le nombre de conteneurs sur le pont et le transport devient non rentable. Augmentez-le et le navire perd sa stabilité. Chaque porte-conteneur quittant le port est un équilibre entre capacité de charge, rapidité de chargement, stabilité et solidité des fixations. Et toute déviation de cet équilibre se termine de la même manière. Des boîtes d'acier de 20 tonnes chacune plongent dans l'océan. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ingénierie cachée qui maintient les conteneurs sur le pont. Et pourquoi, malgré tout cela, des milliers de conteneurs tombent chaque année dans l'océan. Commençons par les fondations. Comment un conteneur est-il fixé au navire? Un conteneur standard de 20 pieds, TEU, possède 4 coins d'angle, ou corner castings. Ce sont des blocs d'acier moulés intégrés à chacun des 8 coins du conteneur. À l'intérieur de chacun se trouve un trou de forme ovale. C'est à travers ces trous que passe tout le système de fixation. Au fond de la cale ou sur le pont du navire se trouvent des emplacements où sont insérés des verrous spéciaux, les twist locks. Un twist lock est une tige d'acier avec une tête pivotante. On l'insère dans le coin inférieur du conteneur, on abaisse le conteneur en place et la tige s'insère dans l'emplacement du pont. Ensuite, on tourne la tête de 90 degrés. Le verrou est fixé. Le conteneur ne peut pas être soulevé. La tête ne passera pas à nouveau par le trou. Entre chaque paire de conteneurs empilés, il y a aussi des twist locks. Le coin inférieur du conteneur supérieur est connecté au coin supérieur du conteneur inférieur. Chaque connexion utilise 4 twist locks, un pour chaque coin. Une pile de 10 conteneurs représente 40 connexions verrouillées, maintenant la structure ensemble. Le système est d'une simplicité géniale. Chaque twist lock est un élément en acier d'environ 2 kg qui empêche la séparation verticale et limite le déplacement horizontal. Mais les twist locks ne fonctionnent que pour empêcher le soulèvement et le glissement de quelques millimètres. Ils ne résistent pas au basculement de la pile. Pour cela, il existe un second niveau de fixation, les lashings. Le lashing, c'est cette tige d'acier ou barre plate qui descend en diagonale du coin supérieur d'un conteneur jusqu'à l'anneau de pont. À son extrémité se trouve un tendeur, un dispositif qui permet d'appliquer une tension précise.
Les lashings fonctionnent comme les haubans d'un mât, empêchant la pile de conteneurs de se balancer latéralement. Sur les niveaux inférieurs d'une pile sur le pont, les lashings sont indispensables. En général, on les fixe sur les 3 ou 4 premiers niveaux, car ce sont eux qui supportent le poids maximal de tous les conteneurs empilés au-dessus. Les niveaux supérieurs, quant à eux, reposent uniquement sur les twist locks et leur propre poids. Cela peut sembler peu fiable. Une pile de conteneurs de 30 mètres de haut, dont seule la partie inférieure est solidement arrimée, tandis que les 2/3 supérieurs ne font que reposer les uns sur les autres, en pleine tempête océanique, c'est là que l'ingénierie entre en jeu. Pour comprendre pourquoi la pile ne s'effondre pas, il faut analyser les forces qui s'exercent sur elle. La première force est le vent. Un conteneur, c'est une boîte rectangulaire avec des parois planes, un véritable voilier. La surface latérale d'un conteneur standard de 40 pieds est d'environ 19 mètres carrés. Avec un vent de 60 nœuds, une tempête océanique typique, la pression du vent génère une force latérale de l'ordre de 2 à 3 tonnes par conteneur. Pour une pile de 10 conteneurs, cela représente une charge latérale totale de 20 à 30 tonnes. La deuxième force est l'inertie due au roulis. Quand le navire s'incline, chaque conteneur tente à poursuivre son mouvement par inertie. Les accélérations angulaires lors du roulis latéral créent une surcharge latérale pouvant atteindre 0,3 à 0,5 grem. Pour un conteneur pesant 20 tonnes, cela représente une force latérale de 6 à 10 tonnes. Plus le conteneur est haut par rapport au centre de roulis, plus son bras de levier est long, plus l'accélération linéaire est forte et plus il est tiré sur le côté. La troisième force est l'impact des vagues. L'eau verte, comme les marins appellent la masse d'eau qui déferle sur le pont, exerce une charge dynamique sur les conteneurs, pouvant être 10 fois supérieure à la pression statique. L'impact d'une vague sur la rangée inférieure de conteneurs transmet un choc qui se propage vers le haut de la pile, s'amplifiant à chaque niveau. La quatrième force est le roulis paramétrique. C'est un phénomène particulier où la période des vagues rencontrées coïncide avec la période propre de roulis du navire. L'amplitude du roulis augmente à chaque cycle, comme un enfant sur une balançoire. Le roulis peut atteindre 40 degrés ou plus. Dans ce mode, les charges sur les conteneurs dépassent de loin les calculs prévus. Toutes ces forces agissent simultanément, dans des directions différentes, et à des fréquences variées. Une pile de conteneurs n'est pas une structure statique, c'est un système dynamique qui oscille, se déforme, se tord. Chaque conteneur dans la pile se déplace légèrement par rapport à son voisin, de quelques millimètres, mais avec des centaines de milliers de cycles de roulis, ces millimètres s'accumulent. Les twist locks se desserrent, les lashings s'étirent. Mais alors, une question évidente se pose. Si les charges sont si importantes, pourquoi ne pas renforcer les fixations, remplacer les twist locks par des boulons, les lashings par des structures soudées, souder les conteneurs au pont, éliminer toutes les libertés de mouvement? C'est ici que l'économie entre en scène. Un porte-conteneur ne génère des revenus que lorsqu'il navigue avec sa cargaison. Chaque heure d'immobilisation au port est une perte. Pour les plus grands porte-conteneurs, le coût d'une journée d'immobilisation se chiffre en centaines de milliers de dollars. Le chargement et le déchargement de 24 000 conteneurs doivent se faire en quelques heures, pas en plusieurs jours. Les grues portuaires déplacent un conteneur en 1 à 2 minutes. Chaque conteneur doit être déposé, fixé avec des twist locks et, pour les niveaux inférieurs, équipé et tendu avec des lashings. Tout cela se fait manuellement. Les équipes de dockers et de lashing travaillent simultanément sur toute la longueur du navire. Imaginez remplacer les twist locks par des boulons pour fixer chaque conteneur. Le temps de fixation triplerait. Au lieu de tourner un verrou à 90 degrés, il faudrait installer un boulon, une rondelle, un écrou et serrer le tout avec une clé dynamométrique. 24 000 conteneurs, 4 fixations chacun, 96 000 boulons. Le temps passé au port s'allongerait d'une journée entière. Cela représenterait des centaines de milliers de dollars de revenus perdus par voyage.
Multipliez cela par des dizaines de voyages par an et par des milliers de navires dans la flotte mondiale. Si l'on rendait les fixations permanentes, par soudure, le système conteneurisé perdrait tout son sens. L'essence même de la conteneurisation réside dans la standardisation et la rapidité. Un conteneur est chargé sur un navire à Shanghai, transféré sur un train à Rotterdam, puis sur un camion à Berlin. Il n'est jamais ouvert durant tout le trajet. On ne fait que le déplacer. Le twist lock est le verrou qui permet cette opération en quelques secondes. C'est pourquoi le système de fixation des conteneurs n'est pas une solution de résistance maximale. C'est un compromis entre la solidité, qui protège la cargaison pendant les tempêtes, et la rapidité, qui rend le commerce mondial possible. Chaque twist lock est conçu pour supporter précisément la charge attendue dans des conditions normales, avec une marge de sécurité réglementaire. Pas plus. Nous arrivons maintenant à une situation bien connue dans l'industrie. L'effondrement de piles. Nuit. Nord de l'océan Pacifique. Tempête hivernale. Un porte-conteneurs navigue de Shanghai à Los Angeles. Les vagues atteignent 12 mètres. Leur période coïncide avec celle du roulis du navire. Un résonance paramétrique s'installe. Le roulis s'intensifie. 20 degrés, 25, 30, 35. La charge sur les rangées supérieures de conteneurs dépasse les prévisions. Les barres d'arrimage du 3e niveau, tendues à l'extrême, commencent à se déformer. L'une d'elles cède. Le bruit, semblable à un coup de feu, perce le rugissement de la tempête. La charge se redistribue sur les fixations restantes. Une autre barre lâche, puis une autre. La pile perd sa stabilité latérale. Au cycle de roulis suivant, les 7 conteneurs supérieurs se déplacent comme un bloc unique. Les twist locks, soumis à un cisaillement, cèdent. Ils se rompent. 140 tonnes d'acier et de marchandises, 7 conteneurs, glissent de la plateforme vers l'océan. En quelques secondes. Mais ce n'est que le début. La chute de la pile déplace le centre de gravité du navire. Le roulis s'accentue. Les piles voisines subissent une surcharge. Un effondrement en cascade commence. Pile après pile, rangée après rangée. En quelques minutes, le navire perd des dizaines, voire des centaines de conteneurs. Ce n'est pas une théorie. En novembre 2020, le porte-conteneurs One Apus a été pris dans une tempête violente dans le nord de l'océan Pacifique, sur la route de la Chine à Long Beach. Les vagues dépassaient 15 mètres. Le navire a subi un roulis paramétrique extrême, avec une inclinaison estimée à 40 degrés. Il a perdu plus de 1800 conteneurs en un seul incident, l'une des plus grandes pertes de cargaison de l'histoire du transport conteneurisé. Les piles se sont effondrées en cascade, l'une après l'autre, comme des dominos. Les dégâts étaient si graves que le navire a dû changer de cap pour un port de réparation d'urgence. Les photos du pont ressemblaient à un champ de bataille après un ouragan. Conteneurs écrasés, barres d'arrimage arrachées, pont dévasté. Selon le Conseil mondial de la navigation, environ 1500 conteneurs tombent en mer chaque année. Dans les mauvaises années, c'est bien plus. Chaque conteneur perdu n'est pas seulement une cargaison disparue. C'est un obstacle flottant, invisible au radar, capable de perforer la coque d'un yacht ou d'un bateau de pêche. Un conteneur peut dériver pendant des semaines, à moitié immergé, avec seulement quelques centimètres émergeant au-dessus de l'eau. Un cauchemar pour la navigation. Revenons maintenant à notre point de départ. Un porte-conteneur. 24 000 conteneurs. Des piles hautes comme un immeuble de 20 étages. Une tempête océanique. Vous voyez maintenant cette scène différemment. Ce n'est pas simplement un grand navire avec une cargaison. C'est un système où chaque élément se trouve à l'intersection d'exigences contradictoires. La hauteur de la pile n'est ni maximale ni minimale. Elle est précisément calculée pour que le centre de gravité du navire ne dépasse pas le point critique de stabilité, mais ne soit pas non plus trop bas, car chaque niveau supplémentaire représente un revenu. La résistance des liaisons est exactement suffisante pour supporter une tempête calculée avec une marge de sécurité, mais pas plus, car chaque kilo d'acier supplémentaire
et chaque minute passée à fixer les conteneurs coûte de l'argent. Le nombre de niveaux à sécuriser est juste suffisant pour maintenir la pile en place, mais pas plus, car chaque liaison représente du temps passé au port. Ce n'est pas un transport à pleine capacité, c'est une navigation dans un étroit couloir entre la perte de cargaison et la perte de profit, entre la stabilité et la capacité de charge, entre la sécurité et la vitesse. Chaque twist lock, chaque liaison, chaque conteneur est à sa place. Et dans ce couloir, il y a des solutions cachées que peu connaissent. L'ordinateur de chargement, un programme qui calcule la disposition de chaque conteneur à bord avant le chargement, optimisant la répartition de la masse pour la stabilité et minimisant les contraintes sur les fixations. Les conteneurs lourds vont en bas et au centre. Les légers, en haut et sur les côtés. Les réfrigérés, dans des emplacements spécifiques avec alimentation électrique. Les marchandises dangereuses sont réparties selon les classes de compatibilité. C'est un problème d'optimisation combinatoire qui se résout en quelques minutes et dont dépend la survie de la pile lors d'une traversée houleuse ou sa désintégration dès la première nuit. Les ponts de lashing, des structures en acier installées en travers du pont, permettent de fixer les liaisons à des niveaux plus élevés sans augmenter la longueur des barres elles-mêmes. Plus le lashing est court, moins il s'allonge sous tension et plus il maintient fermement la pile. Une solution de conception simple qui a permis d'augmenter la hauteur des piles sur le pont de 2 à 3 niveaux, soit des milliers de conteneurs supplémentaires par voyage. Et les systèmes anti-gîte, des réservoirs de ballast qui transfèrent automatiquement l'eau d'un bord à l'autre, compensant l'inclinaison avant qu'elle ne devienne dangereuse pour la cargaison sur le pont, l'électronique réagit plus vite que l'océan, et chaque degré d'inclinaison économisé réduit la charge sur les liaisons de plusieurs dizaines de pourcents. Et c'est là, je crois, que réside la véritable beauté de la logistique conteneurisée. Un conteneur sur le pont n'est pas simplement une boîte en acier remplie de marchandises. C'est un élément d'un système global qui transporte 90% des biens mondiaux. Et chaque voyage est une négociation avec l'océan, avec le vent qui tente de déplacer, avec les vagues qui tentent de renverser, avec le tangage qui ébranle chaque connexion, avec l'économie qui exige de charger plus et de fixer plus vite. Lorsque vous achetez un téléphone, des vêtements, du café, tout cela est passé par le pont d'un porte-conteneur, par une pile haute de 20 niveaux, par une tempête, par un système de verrous et de haubans calculé avec une précision au kilonewton près. Et vous n'y avez jamais pensé, précisément parce que le système fonctionne. Pas parfaitement. 1500 conteneurs par an en sont la preuve. Mais suffisamment. À ce point où la solidité, la vitesse et l'économie se croisent et laissent juste assez d'espace pour que le commerce mondial existe. Et voici ce à quoi j'ai réfléchi. Nous avons parlé de la façon dont les conteneurs tiennent sur le pont. Mais nous n'avons pas abordé ce qui se passe avec le navire lui-même, avec sa coque, lorsque 200 000 tonnes de cargaison exercent une pression sur une structure qui se plie en même temps sur les vagues. Pourquoi les navires se brisent-ils parfois en deux au milieu de l'océan? Et comment les ingénieurs calculent-ils la limite au-delà de laquelle une coque en acier de 400 mètres ne peut tout simplement plus résister? J'ai réalisé une vidéo séparée pour explorer cela en détail. Vous la trouverez sur la chaîne.